Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, joyeux anniversaire au peuple de Guinée pour ses 67 ans d'indépendance. Le thème retenu cette année pour la célébration est « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique ». La déclinaison qui fait la spécificité de la commémoration 2025, vous l'aurez relevé, est le concept de la souveraineté économique. La référence à la souveraineté n'est pas qu'une simple thématique de célébration. Elle se confond avec le cheminement de la Guinée, sa lutte de tous les temps, son combat politique, dont le 28 septembre et le 2 octobre 1958 constituent des repères importants et qui se poursuivent encore aujourd'hui. À l'occasion, donc, de la fête de l'indépendance, la RTG a choisi de mettre en débat le concept de la souveraineté en tant que concept générique, mais aussi dans certaines de ses déclinaisons qui renvoient notamment à la souveraineté politique, économique et monétaire. Et quels peuvent être les mécanismes opérationnels qui aident à concilier les politiques de souveraineté et les réalités d'un écosystème largement globalisé avec des structures d'intégration et de libre-échange. Nous avons, pour ce décryptage, fait appel à des intellectuels guinéens pour nous fournir des clés de compréhension à la fois factuelles et historiques. Nos invités sont donc Dr Alassane Makanera Kake, juriste et économiste, conseiller à la primature. Bonsoir, Dr Kake. Bonsoir. Tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Il en est de même pour moi. Merci, merci infiniment. Notre second invité, Dr Hamidou Bari, enseignant, directeur général de l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Dr Bari, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous sommes honorés de votre présence sur ce plateau. Pareillement. Pour la modération de ce débat, Ibrahima Khalil Diakité, votre serviteur, et Amara Kamara. Bonsoir Amara. Bonsoir Khalil. Voilà. Bonsoir à nos invités. Bienvenue donc dans ce débat spécial 2 octobre 2025. D'abord, comment peut-on définir le mot souveraineté de façon générique? Je commence par vous, Dr Makanera. Kaki. Bon, quand on dit souveraineté, c'est la capacité pour un pays de gouverner sans influence intérieure ou extérieure. C'est le terme générique. Mais ici, nous parlons de souveraineté économique, ce qui nous amène à faire un petit rappel. En 1958, la Guinée a eu une indépendance politique qu'on appelle souveraineté politique, mais sur le plan économique, il n'y avait pas d'indépendance. Ce n'est pas que pour la Guinée, mais tous les pays africains. En fait, la nuance est importante. Le colon nous a accordé l'indépendance politique ou souveraineté politique. C'est-à-dire, nous installons nos institutions, nous organisons nos élections, nous nous gérons sur le plan politique et social. Mais tout ce qui est l'économie, en réalité, était décidé et encore décidé dans beaucoup de pays par l'extérieur. C'est ce qui justifie exactement ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. L'exemple type, c'est que nous avons les produits primaires. Ce sont les produits à nous. Et c'est l'acheteur qui fixe le prix. Est-ce qu'on est souverain? Je produis, je fais mon champ de manioc, je viens chez Amara, Amara me dit, écoute, Makanera, je paye ça à 10 francs. Est-ce que je suis souverain sur ce que je produis? Je ne décide pas le sort de ma production. Donc c'est ce qui a continué. Et avec Sékou Touré, il y a eu plusieurs tentatives pour que la Guinée ait son indépendance et sa souveraineté économique. Autrement dit, le contrôle effectif de son économie par la Guinée. J'ai beaucoup d'aspects rapidement. Dernier cas. Comme on est dans une définition. Oui, c'est donné juste un exemple. Voilà, c'est la fixation du oui, prix de la bauxite, prix de référence. Tout à fait. Oui, docteur Hamidouba, la même question pour vous. Hamidou Bari, la même question pour vous. La souveraineté, à quoi ça peut renvoyer d'une manière globale, en tant que terme générique, avant d'entrer dans les autres détails, dans les autres déclinaisons? Encore une fois, merci beaucoup. Merci de nous recevoir et bonne fête d'indépendance à l'ensemble de nos concitoyens. Merci. Propre rétablissement à tous ceux qui sont alités. Nous continuons de prier le Seigneur pour qu'il leur donne la santé. Merci.
Il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer dans la souveraineté. Je pense que moi, je vais me concentrer sur ce que je connais le mieux. Il s'agit de la souveraineté économique. C'est la capacité à un pays à décider de sa politique et de la conduire à terme. Sans influence extérieure, je dirais plutôt en tenant compte du contexte du moment. La capacité d'un pays de mettre en place un certain nombre de politiques économiques et de les conduire à terme en tenant compte du contexte dans lequel ces politiques sont décidées. Alors, Dr Mbakandera disait que après l'indépendance, le colon nous a donné la souveraineté politique, nous a accordé la souveraineté politique. Est-ce que la souveraineté s'accorde ou ça s'acquiert? Je pense que c'est un débat philosophique dans lequel vous permettez que je ne rentre pas. En 1958, après le non, notre pays recouvre son indépendance politique ou internationale. La question de l'économie, quand vous avez l'indépendance politique, vous avez un gouvernement, vous avez un certain nombre d'institutions, il va de soi que les questions économiques vont tout de suite se poser. La question de l'indépendance politique des anciennes colonies françaises, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, avec une banque centrale qui est détenue, ou dont la capacité d'ébattre monnaie, ou l'émission de la monnaie est décidée ailleurs. Et je pense qu'après le non, la Guinée ne s'est pas inscrite sur ces schémas-là. C'est ce qui fait qu'en 1960, il y a eu la création de la première monnaie guinéenne qu'on appelait le franc guinéen, qui a connu un certain nombre d'évolutions. Donc la Guinée a gardé sa souveraineté monétaire, mais aussi sa souveraineté budgétaire, parce que c'est l'État qui décidait de ses recettes et de ses dépenses, en tenant compte du contexte, encore une fois, du moment. Donc, l'indépendance, donc la souveraineté guinéenne a été maintenue jusqu'à ce jour où on a toujours notre banque centrale, c'est nous qui décidons, c'est nous qui émettons notre monnaie. Ça, c'est arrivé un peu après. Après. Les concours de circonstances nous y ont pratiquement obligés, probablement. Encore une fois, comme je vous disais, en 1958, il y a la naissance d'un État qui a continué avec le franc. Le franc CFA qui existait, franc CFA AOF, franc des colonies, AOF qui existait en ce moment jusqu'en 1960, et avec la manière dont c'est se séparé de l'ancien colon, donc on a été obligé on a été amené, comme vous l'avez dit, de créer notre monnaie. À mon avis, ça a été une bonne chose parce que ça nous a donné une certaine expérience dans la gestion de la monnaie. Et quant à la souveraineté, à la capacité de l'État à décider de son budget, ça a toujours été maintenu jusqu'à ce jour. La Guinée est l'un des rares pays francophones qui a maintenu cette souveraineté monétaire. Parce qu'il est important en termes économiques, quand on parle des instruments économiques, des instruments de gestion, il faut parler de la politique budgétaire et de la politique monétaire. Très généralement, les gens font la dissociation entre les deux, alors qu'on ne peut pas faire une politique monétaire viable sans qu'il y ait une politique budgétaire à côté. Donc, les deux vont des pairs. Donc, ayant une politique budgétaire qui dépend de l'État, parce que c'est l'État, c'est le gouvernement à travers, ou l'État à travers ses différentes institutions et ses instruments qui décide du budget de l'État, donc des recettes et des dépenses. À ça, il faut adjoindre la capacité de l'État à contrôler sa politique monétaire. Donc il y a une différence entre la souveraineté économique et la souveraineté monétaire, si je comprends bien. Les deux vont de pair. D'accord. Les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas avoir, même si aujourd'hui il y a des questions qui peuvent se poser, notamment dans le cadre de la mutualisation de la question monétaire, avec l'arrivée des zones monétaires. Oui, nous en parlerons. Voilà. Nous en parlerons mais les deux vont de pair. Oui, Dr Mbakandera Kake, à quel moment la Guinée décide vraiment de mettre les instruments de sa souveraineté économique en place? Bon, en fait, comme le docteur Barry vient de le dire, c'est à partir de la création de la monnaie le 1er mars 1960, où la Guinée a décidé de rompre avec le franc CFA pour avoir une monnaie nationale, autrement dit, une souveraineté monétaire. Dès lors, avec cette monnaie nationale, la Guinée a tout de suite la capacité
d'adapter sa politique budgétaire en fonction du moment, de la conjoncture, de sa vision. Ensuite, la capacité d'avoir une disponibilité de liquidité. Pourquoi? Du fait que l'État a une souveraineté monétaire, a la capacité de faire le seigneuriat, autrement dit, battre sa propre monnaie, sans demander le concours. Je prends un petit exemple. Vous prenez la Guinée et Centrafrique. À des moments donnés, vous allez entendre le gouvernement ou la fonction publique est restée pendant 1 an, 18 mois, le salaire n'est pas payé. Parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de le faire. En Guinée, ce n'est jamais arrivé. Pourquoi? Dès qu'il y a problème au niveau des entreprises, dès qu'il y a crise, on a cette possibilité d'utiliser notre monnaie pour faire face, avoir la liquidité, pour faire face à la crise. Mais en même temps, certains experts ont dénoncé les limites d'une telle option, parce qu'on évoluait au-delà de tout cadre coercitif. Oui, ça, c'est parce qu'on voudrait qu'on soit dans une zone. Pour moi, la monnaie, c'est pourquoi faire. Si la monnaie guinéenne nous permet de faire face à des crises créées chez nous, si cette monnaie nous permet d'adopter notre propre politique budgétaire, si cette monnaie nous permet de jouer sur les taux d'intérêt, de faire une fluctuations, des fluctuations, oui, tout à fait. Pour moi, c'est fait pour ça. Maintenant, si ça ne satisfait pas un autre, c'est son problème. Non, le fait, c'est pas le fait que ça ne satisfasse pas quelqu'un d'autre. Ouais. Ça veut dire simplement que dans un monde où les économies sont un peu interdépendantes, ça a quand même ses limites. Oui, mais deux cas. Retenez que ce qu'on a clairement dit, quand il a créé le SIL en 72, que la monnaie guinéenne, à l'extérieur, sa valeur est 0. C'est clair, hein? Donc, si un autre veut lui donner une valeur, c'est la valeur que toi, tu as donnée. Mais la Guinée dit, ma monnaie à l'extérieur n'a pas de valeur. Mais pourquoi vous voulez lui donner une autre valeur? C'est être en contradiction avec le pays. Oui, tout à fait. Et il a fixé clair. Il dit, moi, la Guinée, 25 cili égale $1. C'est toi qui veux, si tu veux le franc guinéen, c'est ton problème. Et quoi qu'il arrive, parce qu'il faut le savoir, si nous avons pu amener notre indépendance jusqu'à ce niveau, sans trop de soubresauts, sans trop de crises sociaux, et crises sociales et consorts, c'est parce qu'on avait notre monnaie propre. Et la monnaie a été, notre souveraineté monétaire a été le soubassement de la construction de l'État et de notre administration. Là, il faut le reconnaître. Docteur Barry a un avis là-dessus. Docteur Barry, Bon, en fait, la souveraineté monétaire, en fait, toute souveraineté a une contrepartie. Si vous voulez avoir une souveraineté monétaire, il faut avoir une discipline monétaire. Une discipline dans la gestion de la monnaie. Donc, il faut qu'il y ait un certain nombre d'instruments qui permettent à la Banque centrale, qui est vraiment l'institution qui gouverne la monnaie, de pouvoir contrôler donc l'émission de la monnaie. À un moment donné, jusqu'à aujourd'hui, il y a le concours de la Banque centrale au Trésor. C'est-à-dire quand vous avez une crise de liquidité ou bien une crise de recettes auprès du Trésor, la Banque centrale peut faire des avances au Trésor. Mais ça doit être limité. Du moment où nous sommes dans une économie ouverte, nous commerçons avec les autres, il faut faire attention à un certain nombre d'éléments parce que votre capacité à contrôler votre monnaie détermine sa valeur vis-à-vis des autres devises. Tout à fait. Donc, quand vous avez une monnaie qui n'est pas bien contrôlée, qui n'est pas bien gouvernée, le taux de change, généralement, vous sont défavorables. Et quand vous avez une économie comme la nôtre, une petite économie extravertie, c'est-à-dire nous importons beaucoup et nous exportons souvent peu, si vous avez une économie et une monnaie qui n'est pas contrôlée, vous risquez de subir les conséquences. Ça veut dire que les prix à l'importation risquent d'être beaucoup plus importants. Et vu qu'on n'a pas un mécanisme d'ajustement ou un mécanisme qui permet de ralentir les chocs à l'extérieur, donc le temps de réponse vis-à-vis de ces chocs risque d'être extrêmement court et d'impacter la population.
Si vous prenez aujourd'hui, vous avez un taux de change défavorable vis-à-vis du dollar et vous importez du riz par exemple, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver avec du riz qui risque de varier. L'État serait obligé de prendre en partie ces coûts-là pour ne pas que les populations soient victimes de ces fluctuations. Donc, la souveraineté monétaire suppose une certaine discipline dans la gestion monétaire. C'est de la même manière, la souveraineté budgétaire. Parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas avoir une économie viable si vous n'avez pas un budget viable et une monnaie viable. Les deux vont de pair, comme je vous l'ai dit. Quand vous avez un budget qui est contraint par la gestion de la monnaie, vous avez une marge de manœuvre beaucoup plus faible que si vous aviez une monnaie qui était stable. La simple raison, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nos pays s'endettent pour faire face à un certain nombre d'éléments. Quand vous avez une monnaie qui se détériore, les taux d'intérêt à l'international seront toujours défavorables. Vous endettez en dollars. Oh, oui. Ou en euros. Vous devez rembourser en dollars. Oui. Si les taux de change vous sont défavorables au moment que vous remboursez, c'est-à-dire si hier j'avais 1000 francs pour pouvoir rembourser, pour acheter du dollar, et que $1 par exemple. $1, aujourd'hui, s'il faut 1001 francs pour acheter du dollar, vous multipliez ça par le service de la dette, vous verrez tout de suite le coût. Or, l'État est obligé de faire un choix. Vous avez des secteurs sociaux qui, quand vous les touchez, ça crée tout de suite des crises sociales, où ça aggrave la pauvreté, où ça crée des problèmes. Oui, tout à fait. Et vous faites face aussi au remboursement de la dette. Donc, à l'honorabilité de votre pays vis-à-vis de ses bailleurs et vis-à-vis du reste du monde. Donc, la monnaie, c'est tellement important que c'est un attribut de la souveraineté de l'État. Donc, son indépendance, le fait de détenir l'indépendance monétaire, ça suppose que vous devez en contrepartie avoir une certaine discipline dans la gestion de cette monnaie. Sinon, elle risque d'être en réalité un facteur qui crée plus de problèmes que des solutions. Cette partie devait nous permettre juste de comprendre, parce que le débat, ce n'est pas sur la souveraineté elle-même, c'est d'aller un peu plus loin. Il y a d'autres agrégats qui sont entrés en ligne de compte. C'est à ça qu'on voulait vous amener. Maintenant, le fait que l'État, au début des années 70, par exemple, ait initié peut-être la création et le financement de plusieurs unités industrielles. C'était le cas notamment dans le domaine des jus de fruits, c'était dans plein d'autres, même la fabrication des cahiers et livres, l'État avait pris tout ça en charge, etc., etc. Donc, il y a plein de zones dans lesquelles l'État avait construit des unités industrielles pour permettre de consolider, de donner un peu de sens à la production nationale et donc de donner une assise beaucoup plus forte à l'économie. Avec le recul, est-ce que cette démarche a été la bonne? 50 ans après, on est là, on est en train de faire le bilan. À mon avis, bon, nous qui sommes beaucoup plus jeunes, on n'a pas... Bon, l'histoire et la lecture nous permettent de retracer un peu le contexte dans lequel ces unités industrielles sont nées. C'était des unités industrielles qu'on appelait à l'époque des industries de substitution à l'importation. En soi, ce n'était pas une mauvaise chose. Vous savez, la politique économique ne vaille que par les objectifs qu'elle vise. Vous pouvez mettre en place un certain nombre d'industries, mais le mécanisme de financement de ces industries peut faire en sorte soit ces industries réussissent ou elles ne réussissent pas. Le problème avec un certain nombre d'industries qui ont été mises en place avec la politique de substitution à l'importation, que ce n'est pas seulement en Guinée, la plupart des pays en développement, dans les années 60, l'ont expérimenté. Et je pense que vraiment, le point culminant a été dans les pays de l'Amérique latine, où cette politique a été beaucoup expérimentée. Mais on s'est rendu compte derrière, il y avait un facteur handicapant. Pourquoi? Parce que c'était des entreprises qui avaient des prix administrés. Donc, vous aviez des entreprises qui avaient un coût de production qui était très souvent supérieur au coût de vente. Ce qui fait que techniquement, ces entreprises étaient des entreprises déficitaires.
elles vivaient donc de l'apport de l'État. Des subventions de l'État. Des subventions de l'État. Or, il y a d'autres modèles qui ont beaucoup plus réussi. C'est le modèle sud-coréen. L'État encourage la création des entreprises. L'État prend part dans la création des entreprises, où l'État est actionnaire dans la plupart des grandes entreprises. Mais la gestion, elle est totalement privée. Vous voyez? Donc, l'apport de l'État, le fait que l'État soit dans le capital... Mais à l'époque, au moment des indépendances, les structures, la privatisation, le privé n'existait pas, n'avait pas encore beaucoup d'ancrage. Il n'y avait pas de société privée, par exemple. Encore une fois, l'État pouvait au départ créer ces industries et petit à petit introduire du capital privé, ou tout au moins avoir un capital totalement public, mais une gestion privée. C'est-à-dire, parce que si une entreprise produit, mais vend à perte, la viabilité de l'entreprise se pose. Vous voyez? Donc, si l'État privilégie le social pour l'accès à ses productions, il va de soi que l'entreprise risque de pas avoir. L'État les a créés pour plusieurs raisons. Pour subvenir à des besoins aussi de la population. Plusieurs raisons. D'abord, pour donner de l'emploi aux Guinéens, pour offrir des services aux Guinéens aussi. Et donc, etc., etc. On peut en citer plusieurs. Oui, docteur Makanera. Bon, je vais réagir là-dessus. En fait, avec la politique de Sékou Touré, pour moi, aujourd'hui, quand on dit s'inspirer du passé, c'est un bon terme. Parce que, en fait, quand il y a eu ce virage avec l'Occident, la France, il fallait faire une politique en créant les services publics pour satisfaire les citoyens. L'objectif de la politique était satisfaire les citoyens. Quand je lis dans les ouvrages des Occidentaux, les occidentalistes, on dit que ces entreprises étaient déficitaires, oui. Mais je dis un déficit fictif. On dit que ça représentait 30% du déficit public. Mais je vous donne des choses terre à terre. Moi, j'ai voyagé dans Air Guinée, Guinée-Conakry, Conakry-Maroc, plus de 200 étudiants gratuitement. Et il y a des frais. Et on vous dit après que Air Guinée reçoit les subventions de l'État. Ce n'est pas vrai. L'État paye les services d'Air Guinée. Donc si on dit réellement que ces entreprises étaient déficitaires, au fond, ce n'est pas vrai. La plupart de ces entreprises n'étaient pas déficitaires. Mais du fait que la destination, l'État payait en retard, moi je dirais c'est vraiment un traitement comptable. L'État fait travailler ces entreprises gratuitement en les imposant de payer, de vendre leurs services et biens à des coûts administrés réduits. Et par après, l'État les accorde la subvention. Je n'appelle pas ça subvention. Donc, ce passage est important parce qu'en 1986, quand on a identifié, fait l'audit du secteur public, il en est sorti que la Guinée disposait 365 entreprises. Industrielles. Unités de 365 qui, quand même qu'on le reconnaisse ou pas, arrivaient à satisfaire cette population. Une certaine demande sociale. Je reprends autre chose. Quand on me dit l'imprimerie est déficitaire, mais moi, je recevais les cahiers, les stylos et autres gratuitement, produits par cette entreprise. Comment on peut me dire que cette entreprise est déficitaire? D'accord. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire très attention quand l'Occident écrit pour nous que c'était déficitaire, parce qu'ils ne savent pas. Oui, mais c'est le rapport, c'est juste le rapport. Mais j'ai dit c'est le mode de financement. C'est le rapport. C'est du traitement comptable. Tout cela, c'est... Maintenant, je reviens à ce que mon frère dit. Normalement, lorsqu'on est arrivé pour changer l'orientation de notre économie, il fallait quand même faire un bilan objectif. Très objectif. Ce que je viens de ressortir, tout ça, pour voir la capacité réelle de ces entreprises et s'attaquer à leur modèle économique et à leur modèle de gestion. Au lieu de faire ça, on a conseillé le président de la République de balayer tout
Maintenant, pour le Guinéen lambda. Je reviens pour ce qu'on appelle débat, juste j'ajoute ça. Notre souveraineté économique revient à ce point-là. C'est pour s'inspirer du passé. D'accord. Si la substitution aux importations avait été réglée, il y a beaucoup de choses qu'on importait aujourd'hui, on n'allait pas les importer. On n'aurait pas importé l'inflation parce qu'on les produit sur place. Même les PVC là en Côte d'Ivoire, on les fabriquait ici. La cigarette c'était Anta, la lumière c'était Anta. Le textile c'était Sanoya. La bougie, les usines de jus de fruits c'était Salguidia, à Forêt-Caria et à Kankan. Tout est importé. Et à Mamou même, les usines de conserverie. On importe l'inflation. Donc ça joue sur notre politique monétaire. Voilà, d'où le choix de ce thème, souveraineté économique. Exactement. On ajoute tout ça là. Maintenant, par quoi vous pouvez expliquer, par exemple, l'interpellation qui est liée à ce thème Aujourd'hui, moi je dirais d'abord, c'est un très bon thème, mais il faut aller au concret. Comment on peut aller vers cette souveraineté économique? Il faut faire le diagnostic. Premièrement, il faut qu'on ait d'abord la capacité de décider pour et sur notre économie. Nous décidons en fixant les prix, en décidant à qui on va vendre, parce que n'oubliez pas des accords secrets. L'Afrique a des accords secrets avec la France. Pour qu'on fasse l'Afrique francophone. Oui, l'Afrique francophone. Ouais, pourquoi accord secret? Ce qui appartient au peuple, vous cachez au peuple, c'est que ça ne va pas. Moi, à mon enfance, on m'a dit, tout ce qui est caché, c'est un monstre. Voilà. Oui. Docteur, comment vous pouvez expliquer un peu le choix de ce thème qui revient, s'inspirer du passé pour construire le futur? Ça existait déjà. L'année dernière, c'était sous le thème, mais on avait choisi les femmes. Et cette année, on a mis l'accent sur la souveraineté économique. Par quoi vous pensez que le politique a pensé à tel thème? À mon avis, c'est un excellent thème, parce qu'on dit, celui qui ne sait pas d'où il vient saura difficilement où il va. Et il y a quelqu'un qui nous avait peut-être fait l'injure de dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Bon, nous, on ne va pas rentrer dans ça, mais regardons dans notre passé, ça fait 67 ans aujourd'hui. Moi, je vous disais que nous autres, on n'a pas connu cette génération-là. Tout à fait. Donc, comment peut-on voir, on regarde ce qui a été fait, on regarde ce qui a été bien fait, on s'inspire des succès, mais on tient compte aussi des échecs. Prenez le cas des initiatives sur les industries de substitution. Est-ce que l'initiative était une très bonne chose? Oui. Est-ce que le modèle de gestion était bon? Non. La question peut être discutée. Est-ce que le fait de vouloir avoir aujourd'hui des industries dans différents secteurs, est-ce que c'est une bonne chose? La réponse est oui. Mais est-ce qu'il faut tenir compte du contexte international? Là aussi, la réponse, c'est oui. Donc, s'inspirer du passé pour pouvoir mieux faire. Regardez ce qui n'a pas marché. Savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché pour pouvoir corriger ces erreurs-là et avancer. La souveraineté économique ne peut être bâtie que sur le travail du Guinéen. Notre capacité, c'est pourquoi j'ai fait juste une jonction sur le cas de Simandou, Simandou Academy. Nous ne pouvons pas avoir une souveraineté économique si nous n'avons pas une capacité intellectuelle dans le pays. Si nous n'avons pas les ressources humaines de qualité, il faut tout de suite oublier la question de la souveraineté économique. Justement, j'ai entendu un ministre dire hier que la souveraineté économique commence par les ressources humaines. Donc, c'est votre avis? Tout à fait. Un pays, ce sont les ressources humaines. La richesse, il y a quelqu'un qui l'a dit, il y a lustre. Le capital humain. Jean Baudin disait, il n'y a point de richesse que l'homme. Le capital humain, si vous devez produire aujourd'hui, vous prenez aujourd'hui un secteur minier comme le nôtre, il vous est difficile de trouver des soudeurs miniers. Vous devez construire une mine souterraine, par exemple. Il faut que vous ayez des gens qui sont capables d'aller faire de la soudure à ces endroits. Vous voulez construire des gratte-ciels. La soudure qui se fait à l'état ambiant, là, ce n'est pas le même. La même, pardon, qui va se faire au niveau des gratte-ciels. Si vous n'avez pas la compétence, les compétences, vous serez obligé d'exporter ces compétences-là. Elles vous reviendront beaucoup plus cher. Et le résultat ou le revenu
que vous allez donner à ces expatriés va être rapatrié vers chez eux. Vous aurez donc une balance commerciale et une balance des paiements avec tout le temps des problèmes. Donc, pour moi, s'inspirer du passé, c'est de voir les initiatives qui ont été faites, en quoi elles ont été bonnes. Le cas de l'industrie de substitution, comme je vous ai dit, pour moi, c'est un excellent exemple sur lequel on peut bâtir un certain nombre de choses. Je vous donne juste quelques exemples. Prenons le cas de l'agriculture aujourd'hui. La politique agricole qui avait été faite au temps de Sékou, avec les FAPA et un certain nombre d'éléments, qui avait permis à la Guinée d'avoir un certain niveau d'indépendance pour les produits de première nécessité. Comment est-ce qu'on reprend cette initiative-là? Comment est-ce qu'on organise le marché? Parce qu'aujourd'hui, l'État ne va plus se substituer au marché. L'État accompagne le marché. Parce que la limite de la substitution, c'est que ça va tant qu'il y a des recettes ailleurs. Mais dès qu'il y a une crise sur le secteur porteur de recettes, ça va se diffuser sur l'ensemble des autres secteurs. Ouais. Donc, comment fait-on en sorte pour avoir une politique agricole viable? Et quand je dis politique agricole, c'est vraiment l'ensemble des 4 phases de cette politique agricole. L'organisation, c'est-à-dire la structuration. Ensuite, la formation, le financement et la commercialisation. Donc l'industrialisation. On peut même ajouter la transformation après. C'est dans la commercialisation que vous avez la transformation. Oui, tout à fait. Oui. Donc, comment s'inspirer donc des FAPA et de toute la politique qui avait été mise en place jusqu'à aujourd'hui? Quels ont été les échecs et comment est-ce qu'on construit une nouvelle politique à la fois agricole, industrielle et dans les autres secteurs? Pour moi, c'est en cela qu'il faut s'inspirer. Moi, je vous ramène à un aspect assez terre à terre. Parce que ceux qui sont à l'initiative de ce concept, la plupart du temps, ils n'étaient pas là à cette époque, au début des années, au début des indépendances. Depuis les indépendances, la Guinée a presque vécu en matière d'exportation sur la base des mines. L'économie guinéenne n'a jamais été diversifiée. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que jusqu'à présent, c'est toujours les mines qui sont en train de tirer l'économie. On a dit que notre exportation en matière de mines, on était à 200 millions de tonnes. On va aller au-delà. Mais comment on fait pour diversifier cette économie-là? Parce que les mines, Simandou 2040 est un exemple. Mais c'est encore dans le domaine des mines, un peu. En fait, à mon avis, beaucoup de pays africains sont tombés dans ce que certains appellent la malédiction des matières premières. Pourquoi? Et c'est un concept qui a été popularisé par un chercheur qui s'appelle Collier, qui a constaté que la plupart des pays riches en ressources naturelles ont des difficultés. Soit il y a des guerres, soit il y a vraiment des régimes politiques qui ne permettent pas le développement économique. Moi, je fais une partie de ma thèse sur ces questions-là, sur la question des institutions, la défaillance des institutions liées à ce type de questions. Le problème, c'est que quand vous avez des ressources naturelles, vous avez là où prendre sans avoir à mettre la pression sur la population. Donc vous avez plus tendance à user de ça qu'à aller chercher les vraies réformes structurelles. C'est ça. La solution de la facilité, un peu. Donc, ce qu'il faut faire, d'abord, dans ce secteur-là, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné, il faut d'abord profiter de ce secteur pour pouvoir engranger les ressources nécessaires pour pouvoir tirer les autres secteurs. Il est vrai que ça n'a pas fonctionné partout. Il y a des rares pays où ça fonctionnait. Ça veut dire que quoi? La bauxite qu'on exporte, le mécanisme d'exploitation de la bauxite ou des autres minéraux doit être revu. Partir de l'exportation du brut vers l'exportation ne serait-ce que du semi-transformé. Ce qui veut dire que les conventions minières qui doivent être mises en place doivent tenir compte de la nécessité, ne serait-ce que de la première transformation. Parce que c'est celle-là qui va d'abord créer des emplois, mais aussi créer de la valeur ajoutée au niveau de ces mines. Et les ressources qui vont être tirées de ça doivent être réparties
pour pouvoir développer les autres secteurs. Mais je fais partie de ces économistes qui disent le piège des matières premières, c'est à la fois des recettes faciles, mais un abandon des autres secteurs porteurs. Les ressources naturelles, ça finit. Ouais. Mais si vous ne faites pas attention, ces ressources naturelles ne pourront pas vous permettre d'avoir un capital humain assez conséquent. Vous ne pourrez pas avoir un secteur industriel assez conséquent parce qu'il y a les effets d'éviction qui jouent. Vous vous concentrez plus sur le secteur minier, vous oubliez les efforts dans les autres secteurs. Le secteur agricole, le secteur industriel et les autres secteurs, notamment le secteur des services aujourd'hui, banques et autres, qui produisent aujourd'hui. C'est pourquoi il y a beaucoup qui disent que la Chine, et je finis sur ça, la Chine est l'atelier du monde. Mais attention, les États-Unis ou d'autres pays qui exportent ne serait-ce qu'un logiciel. Mais un logiciel, ça coûte plus cher qu'un conteneur. Oui, mais vous le transportez à partir d'un stylo. Vous cassez tous les coûts logistiques. Vous comprenez? Donc, le secteur des services est en réalité l'un des secteurs les plus porteurs aujourd'hui. Si nous avons la capacité, par exemple, dans des universités, dans des centres de recherche, de produire, regardez les vaccins qu'on produisait à Kindia. Ces vaccins seraient aujourd'hui un revenu assez consistant pour notre pays. Vous comprenez? Plus que là, la bauxite. Prenez le sérum de ces vaccins, regardez le prix d'un sérum et regardez le prix d'une tonne de bauxite. Avec toute la logistique qu'il faut mettre en place pour pouvoir produire cette bauxite-là. Donc, il faut faire attention à ces pièges-là. Donc, travailler à ce que ce secteur soit sérieusement un secteur porteur qui puisse faciliter, par exemple, on peut profiter des ressources dans ce secteur pour pouvoir faciliter l'implantation d'autres entreprises en abaissant les impôts pour ces entreprises-là. Vous voyez? Donc, c'est des mécanismes qui peuvent être mis en place. Mais il faut partir de l'exportation à tout va, du brut, vers l'exportation à partir de la semi-transformation. Oui, on s'est rendu compte à partir de 2022 que la plupart des sociétés minières qui existent avaient dans leur convention de base la construction, le passage de l'exportation du brut à l'installation des unités, peut-être pour la semi-transformation. La semi-transformation. Malheureusement, ça n'a pas abouti parce que là, aucune unité industrielle, docteur Makaner. Rapidement, je vais parcourir quelques questions. J'aimerais d'abord à l'indépendance. Rapidement. Pour financer le développement, la question a été posée et répondue. Pour financer le développement, il faut dégager les rentes de l'industrie minière, c'est-à-dire du secteur minier, pour financer le secteur agricole. C'était le plan. On n'a pas où prendre l'argent. On dit exploitons les mines. L'argent qu'on gagne, on finance l'agriculture, c'est le secteur prioritaire. Je vais très vite. L'expérience qu'on tire, c'est que la politique agricole qui a été appliquée n'était pas adaptée à la réalité guinéenne. Pour faire un petit résumé rapidement. Aujourd'hui, il faut toujours développer le secteur agricole compte tenu du nombre de populations qui vivent à travers le secteur, mais en changeant juste les défaillances de l'ancienne politique. Cette fois-ci, il faut orienter l'agriculture ou la politique agricole vers le petit exploitant. C'est une erreur que nous avons faite. Quand vous partez à l'intérieur, vous allez voir ceux qui veulent faire l'agriculture, l'État ne les aide pas. Ils n'ont pas les moyens. L'État ne les aide pas. On dit à ceux qui ne veulent pas faire l'agriculture, ce sont les étudiants, ce sont les commerçants, ce sont les fonctionnaires, ce sont les militaires. Ils ne sont pas là pour faire la... Il faut faire un véritable procès aujourd'hui. Il faudrait qu'on accepte qu'une fois que l'homme a dit « moi », on est dans le libéralisme. On ne peut jamais traiter de la même façon un bien commun, surtout en Guinée, comme un bien privé. On voit en Guinée, c'est clair. Donc il faut recadrer la politique agricole pour que cette politique agricole soit orientée directement et touche directement le petit exploitant. Au lieu de faire venir des tracteurs et consorts, on a des petits besoins. Moi, j'ai vu des Guinéens qui passent tout le temps à la primature
que je suis en train d'encadrer, qui fabriquent sur place des machines décortiqueuses, ainsi de suite. Des moissonneuses. Des moissonneuses transportables. Ouais. On a des lieux, c'est des montagnes. Les machines ne peuvent pas aller. Les populations souffrent. Voilà des gens encouragés parce que vous montez ici, ça aide toute une communauté qui est là. Et après, on déplace la machine, on envoie ailleurs sur moto ou même sur la tête. Donc pour moi, c'est ce qu'il faut revoir. C'est-à-dire, allons-y sur le terrain, identifions les besoins de ceux qui veulent faire l'agriculture. Pour s'inspirer du passé, je passe rapidement, c'est le cas de l'école. Pourquoi le niveau baisse? C'est parce que ce n'est pas ceux qui veulent enseigner qui vont à l'enseignement. Ceux qui n'ont pas de choix, c'est ceux qu'on recrute pour aller faire l'enseignement. Les enseignants par défaut, pas par vocation. Pas par vocation. Ouais, donc si on dit s'inspirer du passé, j'ajouterai tout ça. Je reviens rapidement. Quand on me dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, ce qui nous a manqué, c'est qu'on l'a dit. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais malheureusement, on n'a pas pu mettre en place. La faute, c'est la politisation de l'administration ou même la politisation totale de l'administration. Les nominations sont faites en fonction de cela. Heureusement, cette nouvelle constitution, j'insiste, la constitution du 21 septembre. 2025. Je dis bien la date 21 septembre 2025. Pas de 6 septembre, 26 septembre. Ça, c'est la promulgation. La Constitution, là, elle est née le 21 septembre. Elle a été adoptée. Ouais. Celle-là dit... Docteur, on va pas faire ce débat-là. Je pense celle-là est claire. Et ça permet au gouvernement d'aller vite, de régler toutes ces questions. Je ne retiens pas l'article, mais dit que l'administration est apolitique. D'accord. Et basée sur que le mérite. Ouais. D'accord, on parle de... Non, c'est pour s'inspirer du passé. Non, quand on fait ça, sa question qu'il a posée aux ressources humaines, c'est pas parce qu'il n'y en a pas. On parle de mine, on parle d'industrie. Je reviens mine rapidement. Non, mine. On va avancer parce que... Mine. Oui, deux mots pour mine, comme il l'a dit. C'est que on n'a pas fait les bonnes conventions par défaut de ressources humaines. C'est le cas de GAC. Moi, je suis le premier Guinéen, je le dis à haute voix et à la RTG, de défendre le GAC. Et ça a influencé, qu'on le veut ou pas, la position des députés. J'ai perdu mon poste pour ça. Mais c'est clairement dit, la GAC est là, c'est pas pour exporter. C'est pour transformer. Pour transformer sur place. La preuve, partez à Tingilinta, vous allez trouver la fondation de l'usine. Ça n'a jamais été fait. D'accord. Et si mais en même temps, c'est une question à plusieurs responsabilités. Est-ce que c'est GAC qui est responsable de ce dérapage, ou bien ce sont nous les Guinéens qui avons piloté cela? C'est nous les Guinéens qui sommes responsables. Tout ça, c'est ressources humaines. Et puis au-delà des ressources humaines, je crois qu'il y a une question d'approche politique. Une question de décision politique qui s'impose à mon frère, par rapport à... Je suis conseiller, je vais vous dire une chose. Hein. C'est ceux qui parlent dans l'oreille du chef qui souvent induit le chef en erreur. Oui, bien sûr. Quand on dit ressources humaines, c'est ça. Si toi, tu es spécialiste, tu viens dire à ton chef c'est bon, alors que tu as pris l'argent quelque part. Il n'est pas spécialiste. Oui. Si le médecin me dit je suis malade, on est d'accord qu'il faut rattraper, les... Non, un instant. On est d'accord qu'il faut rattraper les erreurs du passé. Ouais. On est d'accord. Ouais. Mais ça ne nous dédouane pas de toute responsabilité dans ces faillites. On est totalement responsable. C'est un peu ça. Je suis d'accord avec vous. Voilà, on est totalement et entièrement responsable. Moi, je ne dirai jamais l'Occident est responsable d'une situation. Ou bien les multinationales. C'est tout à fait normal. Ou bien les multinationales. Les relations internationales est un jeu à somme nulle. L'Occident est rationnel. Autrement dit, dans nos relations, ce que je perds, tu gagnes ça forcément. Vous pensez qu'ils viendront ici pour qu'ils perdent que nous gagnons? Quiconque tape à notre poste parce qu'il veut gagner. La preuve, c'est seulement dans les pays du Sud qu'on trouve une entreprise amortir son investissement à moins de 10 ans. D'accord. Voilà. On a parlé de mines, on a parlé d'industrie, de l'agriculture, mais qu'est-ce que
les infrastructures, par exemple routières, ferroviaires, représentent pour une souveraineté économique? Oui, docteur Barry. Docteur Barry. Merci beaucoup encore une fois. Je pense que, comme vous l'avez dit, la question des mines, je veux très rapidement, il faut faire attention aux conventions que nous signons. Et on parle des ressources humaines. Vous pouvez avoir des gens très qualifiés, mais s'ils n'ont pas une certaine valeur, ils peuvent être même un piège pour le pays. Parce qu'ils peuvent utiliser les savoirs à des fins personnelles, ou plutôt que pour l'intérêt national ou l'intérêt général. Venant à la question des infrastructures, vous ne pouvez pas développer un pays, vous ne pouvez pas avoir une souveraineté économique si vous n'avez pas une qualité infrastructurelle qui est démontrée. Vous prenez juste un exemple, si vous avez des usines qui sont implantées il y a beaucoup qui sont à Kagbelen, si un camionneur ou un conteneur doit faire 4 heures entre le port et Kagbelen, il va dire que le coût des transports va être... Donc, si vous n'avez pas des infrastructures de qualité, la logistique devient un facteur important de coûts de production. Des coûts de production des différentes entreprises. L'autre chose, c'est que quand vous n'avez pas d'infrastructure de qualité, ça crée des incertitudes. Vous prenez un camion aujourd'hui qui doit, par exemple, aller à Frana ou à Labé. Si vous êtes une entreprise, vous faites une prévision, par exemple, de l'arrivée de la matière première. Et si l'état de la route fait que le camion tombe en panne en cours de route, ça force tout de suite vos calculs. Oui, tout à fait. Parce que la qualité de l'infrastructure fait que il va y avoir des retards, donc il va y avoir du surcoût. Une partie du personnel qui devait travailler peut-être ira en chômage technique et c'est vous qui payez. Et les commandes vont être en retard, vous risquez de prendre des amendes. Donc, la souveraineté économique suppose que vous avez un certain nombre d'infrastructures capables de vous permettre de produire à des coûts assez bas. N'oubliez pas, nous sommes dans une économie ouverte. Ça veut dire que nous sommes en concurrence avec le reste du monde. Quand vous produisez aujourd'hui, si vous n'avez pas la capacité de satisfaire la demande du marché, le gouvernement est obligé d'ouvrir le marché pour ceux qui produisent à l'extérieur. Parce que sinon, le prix va être tellement important qu'il va y avoir des rationnements au niveau des consommateurs. Et ça risque de créer des troubles sociaux. Donc, pour pouvoir combler la demande, on va faire appel à la production à l'international. Et si cette production arrivait les 2 fois moins chère que la vôtre, vous voyez, c'est vous qui perdez. Ou c'est l'État qui est obligé de compenser. Oui, tout à fait. Par une péréquation qui n'est jamais facile. Et aussi, nous sommes dans un monde interconnecté. Quand vous faites ça, vous vous faites taper tout de suite sur le doigt par les FMI et les autres. Parce que vous êtes en accord avec le jeu. Vous êtes dans l'OMC. Il y a des règles du jeu. Vous êtes dans l'OMC. Donc, vous avez des trucs. Donc, ce qui veut dire que si nous voulons développer nos économies, il faut qu'on travaille sur les infrastructures. Ce que moi j'appelle le socle du développement, c'est les ressources humaines et les infrastructures. Mais là où beaucoup de pays africains font l'erreur, c'est de croire que ce sont les routes qui vont nous développer. Non. Les rails. Les rails sont beaucoup plus rentables que les routes. Parce que quand vous faites un fret routier, vous ne transportez pas beaucoup. Non. Mais les rails, par exemple, Conakry-Cancan, ça vous permet de transporter combien de tonnes de milliers même de tonnes. Vous voyez? Donc, vous raccourcissez, d'abord, vous réduisez les coûts. Donc, c'est très bien d'avoir des routes, mais si nous ne développons pas un réseau ferroviaire important, ces routes-là, ces mêmes routes vont être soumises à un tel coefficient d'utilisation que le taux de dégradation va être élevé. Donc, la durée de vie va être totalement réduite. Donc, la rentabilité de cette infrastructure va être compliquée. C'est pourquoi, à un moment donné, je me rappelle, on a eu une discussion avec les gens du FMI. On leur avait, par exemple, suggéré, pour la plupart des pays africains, de revoir un certain nombre de coefficients
de développement en regardant la durée de rentabilité de ces infrastructures-là. Et peut-être même sortir du déficit budgétaire la question des investissements dans l'éducation. Pourquoi? Parce que c'est tout ça qui fait que vous n'avez pas de marge de manœuvre pour pouvoir financer ces infrastructures. Le plan Marshall a permis à l'Europe de reconstruire ces infrastructures. Aujourd'hui, en Europe, avec Biden, aux États-Unis, on parlait de 1000 milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures des États-Unis. Le canal de Panama en est un autre exemple. Mais si vous n'avez pas vraiment des infrastructures de qualité, le ferroviaire, les ports, le transport fluvial. Aujourd'hui, à Conakry, quand vous sortez, tout le monde se congestionne. À Abidjan, nous avions fait une étude en 2009-2010. On s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire perdait plus de 93 milliards de dollars, de francs CFA par an à cause des embouteillages. La Banque mondiale est revenue faire l'étude un peu plus tard. Ils ont trouvé plus de 120 milliards. À cause des embouteillages, juste parce que ça entraîne des retards, ça entraîne des inefficiences dans la production. Quand vous sortez chez vous, vous êtes dans les embouteillages avant d'arriver à tout le monde est nerveux, on s'insulte tous, vous arrivez, le temps que vous prenez pour vous concentrer, pour pouvoir produire, vous rappelez qu'il faut que je rentre chez moi. Donc, le temps consacré vraiment à la production administrative est extrêmement réduit. Donc, si on se résume un peu, la souveraineté économique, la souveraineté monétaire n'a de sens que si on remet à plat, en tout cas, toutes les hypothèses de développement qui ont jusqu'à présent cours. C'est-à-dire qu'il faut repartir, il faut peut-être équilibrer comment on appelle ça, le développement entre différents secteurs. C'est vrai qu'on peut prendre l'appui sur les mines. Si je résume un peu vos différentes interventions. Si on prend le domaine des mines, les mines peuvent servir de ressources financières pour financer l'agriculture, pour financer les infrastructures, pour financer l'artisanat, pour financer la pêche, si j'ai bien compris. Maintenant, c'est vrai que la souveraineté économique de ce point de vue-là a un sens. Mais aujourd'hui, on sait qu'on est dans un monde un peu globalisé. Voilà, ce que nous faisons, quelqu'un d'autre peut le faire. Et comment est-ce qu'on fait pour que, prenons le cas de la CEDEAO par exemple, on est à près de 50 ans, on est dans une intégration. Nous, par exemple, même au plan monétaire, il y a des études qui sont en cours qui souhaitent qu'on passe à une monnaie commune à toute la sous-région à l'horizon 2027. Il y a des exigences. Comment on se prépare à de telles perspectives? Je commence par vous, Dr Makanera. Bon, moi, je commencerai d'abord rappeler juste quelque chose qu'on oublie. Tout ce que nous sommes en train de discuter appartient à un monde que je dis déjà qui est derrière nous. Si nous voulons une souveraineté économique, il faut qu'on tienne compte de la réalité actuelle. Tout ce qu'ils nous ont dit de la globalisation, de la mondialisation, c'est du pipeau, ce n'est pas vrai. Si vous prenez la mondialisation, ce n'est que la régionalisation. La mondialisation n'a jamais été une réalité, ce n'est pas vrai. Il y a eu de la régionalisation, 75% du commerce international était fait à l'intérieur des régions, les 25% avec les zones périphériques. C'est une fausse idée de globalisation, de mondialisation. Les produits chinois sont partis de Pékin à Conakry. Non, voilà, le pays périphérique, ce qu'on appelle périphérie. Non, quand on dit périphérie, ce n'est pas la géographie. Oui, tout à fait. On choisit. Quand on dit zone périphérique, c'est d'abord en Asie, c'est le reste, on envoie chez les amis. Qu'on dit pays périphérique. Je reviens sur autre chose. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Le libre-échangiste est remis en cause. C'est clair. Nous allons aller vers la guerre commerciale. Ça a commencé par l'imposition de taux de douane. Des taux de douane. Ça a commencé. À cause de tout ce que vous voyez pour le futur proche, le changement climatique. Dire que je vais compter sur le riz chinois, sur le riz Bangladesh,
un jour viendra, le Chinois ne peut pas, par son riz, nourrir le Chinois. Finalement, il faut produire sur place. Donc, je veux dire, il faut que nous acceptons qu'on est dans un autre monde, sur le plan géostratégique, sur le plan stratégique. Donc, cette théorie, j'ai écrit même un article sur ça, j'ai dit les théories développées par les avantages comparatifs de Ricardo est remis en cause. Il n'y a plus de ça. Il faut que nous acceptons de financer même à perte lorsque ça nous permet d'être souverains. Sur le plan des infrastructures en Guinée, moi je vous dis rapidement. Assez rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps, l'émission tire à sa fin. On a juste voulu planter le décor et puis progressivement on va pouvoir... Il y a juste un point qui manque. Les produits, l'agriculteur fait sa récolte, à cause du pont, le véhicule n'arrive pas, il perd sa récolte. Pour moi, c'est question qu'il faut régler d'abord. Dans le processus d'intégration. Dans le processus. Maintenant, dans le processus d'intégration sous-régional, allez-y, en ma conception, je bats en retraite l'ancienne pratique. Pour moi, l'intégration doit se faire par secteur, pas l'intégration globale. Nous allons voir qu'est-ce que la Guinée peut échanger, qu'est-ce que la Guinée dispose que le Sénégal demande. Qu'est-ce que le Sénégal dispose que la Guinée et vice-versa. On commence par ça. La mutualisation. Voilà. La mutualisation. Oui, Dr Barry. Merci beaucoup encore une fois. Et je pense que le processus d'intégration qui a commencé en Afrique de l'Ouest et depuis 1975, avec la CEDEAO. Donc, à mon avis, les précurseurs de cette idée ont vu juste. En fait, nous avons des économies tellement petites qu'en réalité, nous n'avons notre salut que dans l'intégration. À part le Nigeria, vous allez additionner tous les autres pays où vous n'aurez pas plus de 120 millions d'habitants. Et quand vous prenez le taux de pauvreté qui tourne autour de 50 ou plus, vous voyez quelle est la classe moyenne capable de consommer par pays. Donc vous ne pouvez pas attirer de gros investissements sur ces questions. Je vous ai fait juste une digression. Nous, à Mamou, on fait l'assemblage d'ordinateurs. On a dit à nos amis chinois, mais pourquoi vous ne vous engagez pas à fond? Mais venez pour qu'ensemble, on puisse développer un truc. Ils nous ont dit, mais la demande, elle est trop faible. Elle est trop petite pour que nous, on s'engage sur cette question-là. Donc, notre salut ne peut se faire que dans l'intégration. Donc, les pères fondateurs ont voulu d'abord qu'il y ait une intégration politique. Ils ont créé la CEDEAO. Et ensuite, ça commence à se développer. Ces dernières années, on parle de la CEDEAO des peuples. Et on rajoute à ça l'intégration monétaire. Les mécanismes d'intégration monétaire ont été mis en place, qu'ils ont appelés les critères de convergence. La difficulté que nous avons, c'est que souvent nous avons des économies tellement petites que les cycles sont synchrones. C'est-à-dire vous avez au même moment, quand il y a une crise, la crise frappe tous les pays. Or, vous ne pouvez réussir une intégration monétaire entre économies à budget différents que si vous avez des cycles asynchrones. Ça veut dire que pendant que moi je subis une crise, cette crise vous bénéficie ou tout au moins elle ne vous affecte pas. Profite, Ce qui nous permet d'utiliser les excédents que vous avez pour compenser celui qui va perdre que moi je suis. Mais quand la crise nous frappe tous, à partir de ce moment, nous ne pouvons pas faire la compensation à l'intérieur des États via le budget. Tout à fait. Donc, ce qui fait que les critères de convergence ont été mis en place, mais il y a des difficultés à les faire respecter. Et ces dernières années, avec l'arrivée du terrorisme et de l'instabilité dans un certain nombre de pays, ces éléments ont été plutôt exacerbés. Pourquoi? Parce que vous avez souvent des pays qui font face à des impératifs. Vous avez dans ces pays aujourd'hui qui font face à des crises aiguës, vous devez faire face à des dépenses militaires qui vont en croissant. Et vous avez de la paupérisation de la population dont vous devez vous occuper. Donc vous avez le social d'un côté et le militaire de l'autre. Donc dans ce cas, le sécuritaire. Comment le sécuritaire, merci pour le thème, comment concilier ces deux
et respecter les critères de convergence. Je rappelle que vous devez avoir une inflation qui est inférieure à 5%, un taux d'endettement inférieur à 70%. Ça, on nous a vendu ça. Bon, on dit que quand vous êtes une petite économie, vous ne devez pas beaucoup vous endetter. Ils n'ont pas forcément tort, mais ça dépend de là où vous amenez la dette. Tout à fait. Des secteurs dans lesquels vous investissez. Le taux d'intérêt, ça dépend du taux d'intérêt, de la maturité de la dette et du secteur dans lequel vous investissez. Parce que si moi j'ai investi et que le taux de croissance tiré des investissements me permet de rembourser la dette, je n'ai pas de difficulté. Mais c'est pour éviter de faire en sorte qu'on hypothèque l'avenir ou même la capacité de notre pays à faire face au développement des secteurs, surtout sociaux, qu'on demande à ce que les pays limitent leur endettement à un certain niveau. Je crois qu'on va... Non, on n'a plus assez de temps. L'émission est pratiquement terminée. Ce qu'on va peut-être faire, on va essayer de décliner ça en d'autres thématiques que nous pourrons discuter à l'avenir. Notamment, on va choisir une thématique sur l'agriculture, dédiée à l'agriculture, une thématique dédiée à l'élevage, une thématique dédiée à l'artisanat, pour faire en sorte que, au finish, l'économie puisse se retrouver, l'économie guinéenne puisse se retrouver un peu diversifiée, ne serait-ce qu'au plan théorique, en attendant que les bases pratiques soient posées ultérieurement. Mais sauf qu'on est dans le bon débat en posant le problème en posant la question de la souveraineté économique. On est dans le très bon débat. Nos invités nous l'ont montré. Et peut-être un dernier mot, Dr Kaké, et puis ce sera Dr. Le dernier mot, chez moi, c'est que notre souveraineté économique va s'adosser à des réformes internes qui vont mobiliser les ressources suffisantes pour qu'on puisse les allouer au développement. Pour la simple raison, le financement extérieur se fait rare et pratiquement inexistant. Je ne vois pas pourquoi on va faire une politique, courir quelque chose qui n'existe pas. C'est comme si je fais le bac, pour aller à l'université, il n'y a pas d'université. Mais le financement extérieur, il y a très peu de politiques qui sont bâties maintenant sur les financements extérieurs. Hein, oui, mais attention, c'est bâti parce que j'entends encore la Guinée a eu la note B+, ça c'est pour aller vers... Ça c'est juste un regard, c'est juste un regard. Non, j'insiste. Voilà, c'est juste un regard. Parce que si vous avez un méga projet comme Simandou et que vous n'avez pas de partenaires extérieurs qui viennent investir des milliards, mon frère, à qui vous inspirez de la confiance, ils ne viendront pas. Non, ça c'est un débat. Je veux dire que ça ne doit pas nous faire dormir. On ne va pas courir derrière l'or alors qu'on a le diamant. Voilà, ok. Merci beaucoup, Dr Kaké. Oui, Dr Barry, votre mot de la fin. Merci beaucoup encore une fois et bonne fête d'indépendance à nos compatriotes. Je vais juste paraphraser le président Macron qui dit « Pour être libre, il faut être puissant. Pour être puissant, il faut être craint. » Nous ne pouvons pas avoir une souveraineté économique si nous ne nous mettons pas au travail. Il faut travailler. Il faut vraiment se mettre au travail et dans la discipline. Il faut nous mettre au travail dans la discipline. Oui, mais la crainte n'inspire pas forcément, ne propulse pas forcément le développement. C'est la contrainte. Je suis totalement d'accord avec vous. Voilà, c'est la contrainte. Oui, Amara, votre dernier mot. Non, je pense qu'on fait bien d'ouvrir le débat autour du thème. On peut vraiment prendre assez de temps, comme vous l'avez dit, prendre thématique par thématique. Ça nous permettra d'aborder mieux et peut-être de proposer des solutions au gouvernement. Voilà, donc c'est sur ces mots, malheureusement, le temps nous est encore un peu compté. Nous avons eu le plaisir et le privilège de recevoir des intellectuels guinéens. Dr Alassane Makandera Kaké, il est juriste économiste et conseiller à la primature. Merci, Dr Kaké, d'être passé nous voir. Dr Amidou Bari, enseignant, directeur général de l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Dr Bari, merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Ce débat a été co-animé par Ibrahim Khalil Diakité et Amara Kamara. Merci Amara. Merci Khalil. Merci au service des programmes, merci à la production, réalisation, production, merci à nos amis cadreurs. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de numéro spécial, plateau spécial 2 octobre 2025 sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble » et la souveraineté économique. On a développé la souveraineté économique. On espère qu'on aura, d'une manière générique, d'une manière globale, on aura le temps, peut-être encore avec nos invités ou d'autres encore, d'aller beaucoup plus en profondeur, secteur par secteur probablement,
pour essayer de donner beaucoup plus de visibilité à nos millions de téléspectateurs. Encore une fois, merci à tous et à très vite.